Du plastique au paracétamol, enquête sur la bioéconomie. Bienvenue sur Artificiel, le podcast qui décrypte l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle. Imaginez une bouteille de soda en plastique PET que vous jetez à la poubelle. Rien de plus banal, mais rien de plus nuisible aussi. Mais maintenant, imaginez que cette bouteille puisse être transformée en paracétamol. Oui, en antidouleur, le même que vous prenez pour une migraine ou une fièvre. C'est exactement ce qu'ont réussi à faire les chercheurs de l'Université d'Édimbourg. Leur arme secrète ? Des bactéries. Des E. coli, génétiquement modifiées pour digérer les déchets plastiques et les transformer en médicaments. Le processus est brillant. D'abord, on dégrade le plastique en acide téréphthalique, puis ce composé est transformé en PABA, un nutriment que la bactérie utilise naturellement, et enfin, grâce à deux enzymes, cette bactérie produit de l'acétaminophène, la molécule active du paracétamol. Pas de pression extrême, pas de catalyseur chimique, juste un bioréacteur, de la température, un peu de phosphate et du vivant. En 48 heures, ils obtiennent un rendement de 92%. Ce n'est pas un projet farfelu, c'est une réalité scientifique. Et c'est aussi une rupture. Ce que l'on détruisait devient matière première. Ce que l'on rejetait devient soin. Et ce que l'on fabriquait à partir de pétrole est maintenant cultivé. Bienvenue dans la bioéconomie. Tout ce que vous touchez est fait de pétrole. Prenez une journée ordinaire. Vous vous habillez, vous prenez une douche, vous mangez. Ce t-shirt, du polyester. Ce shampoing, des tensioactifs issus d'hydrocarbures. Votre pain de mie, conservateur synthétique. Votre Doliprane, dérivé du benzène. Tout, ou presque, vient d'une source unique, le pétrole. Depuis plus d'un siècle, la chimie industrielle s'est construite sur cette matière fossile. Elle est abondante, transformable, efficace, mais elle est aussi toxique, polluante et limitée. Aujourd'hui, 90% des produits du quotidien dépendent encore de la pétrochimie. Et c'est là que la bioéconomie entre en jeu. Elle propose un changement radical. Ne plus extraire, mais cultiver. Ne plus transformer du brut, mais du vivant. Mais attention, on ne parle pas seulement de remplacer le plastique. On parle de repenser toute la base de notre économie, la molécule de départ, le carbone d'origine. Et ce changement-là, il est plus profond que la simple transition énergétique. Il s'agit de se détacher d'un système d'extraction pour entrer dans un système de régénération. C'est moins spectaculaire qu'une voiture électrique, mais c'est peut-être plus fondamental. Des bactéries bossent déjà pour Nike et L'Oréal. Ce n'est pas un futur hypothétique. La bioéconomie industrielle est déjà là. L'Oréal utilise des ingrédients cosmétiques issus de fermentation microbienne. Nike expérimente des textiles biosourcés. Givaudan, un géant des parfums, fabrique de la vanilline à partir de bactéries au lieu de gousses. Mais comment ça fonctionne ? Des micro-organismes sont génétiquement modifiés pour produire une molécule spécifique, une enzyme, un arôme, un polymère. On les nourrit avec du sucre, on les met dans des bioréacteurs et on récolte. C'est de la fermentation, exactement comme on brasse de la bière. Mais ici, on brasse des matières premières industrielles. C'est efficace, c'est plus propre et ça permet d'alléger l'empreinte carbone. Mais tout n'est pas si simple. Les procédés sont parfois chers, difficiles à industrialiser à grande échelle. Il faut une maîtrise extrême de la génétique, de la purification, de la logistique. Et surtout, il faut convaincre les clients. Alors les marques jouent la carte du storytelling. Le naturel, le biosourcé, le fermenté deviennent des arguments marketing, même si parfois la molécule finale est strictement identique à celle produite par la pétrochimie. Alors oui, les bactéries bossent pour Nike, mais elles bossent aussi pour le marketing. La bioéconomie ? Parfois, c'est du greenwashing bien fermenté. On voudrait y croire, à 100%. Mais la réalité, c'est que tout n'est pas aussi vert qu'on le pense. Produire un bioplastique, par exemple, demande souvent des cultures intensives, des hectares de maïs, de la consommation d'eau, de l'énergie. Et certaines usines dites vertes utilisent des solvants pétrochimiques pour purifier les biomolécules. Résultat, on se retrouve avec des produits vendus comme biosourcés, mais dont l'empreinte carbone globale est floue. Pire, certaines entreprises utilisent la bioéconomie comme simple levier de com ou de spéculation.
on parle de molécules naturelles alors qu'elles sont simplement produites par la nature, en usine, sans oublier les brevets. Quand une entreprise dépose un brevet sur un micro-organisme modifié, elle contrôle toute une chaîne de valeur. On passe du fossile à l'ADN, mais la logique de monopole reste la même. Et puis, il y a la question de la scalabilité. Oui, on sait fabriquer du plastique à base d'algues, mais peut-on en produire des millions de tonnes ? Pas encore. La bioéconomie est prometteuse, mais elle n'est pas magique, et elle n'est pas toujours propre. Elle peut aussi être lente, complexe, capitalistique. Et tant qu'on ne change pas la logique du toujours plus, aucune technologie, même biologique, ne sera vraiment durable. Et si on remplaçait les usines par des fermes ? Derrière cette idée d'une économie vivante, il y a un vrai combat mondial. Et une question géopolitique. Qui va dominer cette nouvelle bioéconomie ? L'Europe y croit. Elle a investi des milliards. En France, l'ADEME finance les bioraffineries. En Allemagne, BASF développe des enzymes industrielles à grande échelle et l'Union européenne a publié une stratégie bioéconomique claire dès 2012. Mais la Chine avance très vite. Elle finance massivement la R&D sur la fermentation industrielle, elle déploie des bioraffineries à échelle régionale et surtout, elle mise sur la souveraineté biotechnologique. Les États-Unis, eux, sont les rois du branding. Ginkgo Bioworks, Zimmergen, Amyris. Ils maîtrisent la narration, mais leurs modèles sont parfois fragiles. Ce qui est sûr, c'est que la course est lancée, et que demain, cultiver un médicament ou un matériau sera aussi stratégique que produire des semi-conducteurs. La bioéconomie ne remplacera pas le monde industriel actuel du jour au lendemain, mais elle est déjà en train de pousser, partout, comme une graine invisible sous le béton. Et peut-être qu'un jour, nos usines ressembleront plus à des serres qu'à des raffineries.